Bienvenue à tous, à chacun, à chacune, dans ce podcast Racine au macroscope. Premier épisode. Le but de ce podcast, c'est vraiment de comprendre les enjeux de nos pratiques au sein de nos assemblées. Mais pourquoi au macroscope? Ouais. Déjà, Le titre, Racine, parce que c'est où on a grandi, les assemblées, c'est aussi les milieux dans lesquels on évolue toujours. Et au macroscope, pas microscope, parce que le but, c'est pas de décortiquer, déchirer, euh, déconstruire. On entend beaucoup ce terme de nos jours. c'est plutôt cette vision macro, c'est ça? Cette Ce vision re- d'ensemble. Exactement, recul aussi historique sur nos pratiques, je pense que c'est hyper utile. Oui. Et donc, on s'adresse particulièrement on s'adresse déjà à n'importe qui évolue dans les milieux des assemblées, qui a grandi, qui participe, et ainsi de suite, mais aussi aux jeunes hommes qui vont devoir prendre des décisions, des responsabilités décisionnelles en grandissant, et aussi à de personnes, d'autres mouvements qui peut-être ont visité, peut-être ils ont commencé à participer à une assemblée, et puis ils se posent des questions comme mais pourquoi on fait ça comme ça? Question tout à fait normale et je pense légitime. Voilà, et c'est ce qu'on aimerait vraiment couvrir dans ces différentes séries d'épisodes, dans ce podcast. Mais ce premier épisode, le but, c'est déjà qu'on puisse un peu se présenter, vous présenter aussi nos motivations, les raisons pour lesquelles on a voulu mettre en place, enfin, n'est-ce pas, ce podcast, après tellement de discussions qu'on a pu avoir, et, euh, et aussi ce qu'on aimerait accomplir là-dedans. Peut-être qu'on peut commencer par se présenter. Ouais. Alors moi je m'appelle Mircea, j'ai grandi dans les assemblées, mais j'ai habité dans plusieurs pays en le faisant. Donc j'ai surtout grandi aux États-Unis, mais j'ai aussi habité quelques temps en Roumanie, aussi en Suisse. Mhm. C'est là où je suis maintenant, mais aussi en Allemagne. Et dans chacun de ces pays, j'ai pu voir, observer pas mal de mouvements chrétiens différents, mais aussi les assemblées dans ces pays. Et c'est intéressant parce qu'il y aura des différences de forme dans les assemblées, dans chaque pays, Ouais. mais en même temps, il y a un tronc commun. Et franchement, quand j'entre dans une assemblée, en tout cas dans tous les pays où j'ai été jusqu'à présent, je reconnais, je sais que c'est une assemblée. Oui, oui. Alors je partage aussi dans une certaine mesure cette expérience, en ayant moi aussi grandi dans un autre pays, au Congo, et d'avoir aussi été dans des assemblées avec toujours ce tronc commun, mais on voit des différences qui s'expriment aussi d'un point de vue culturel également. Mais c'est intéressant parce que même en Suisse romande, on peut voir aussi des fois des différences culturelles. Mais peut-être dans cette transition, je ne sais pas comment toi ça a été depuis les États-Unis jusqu'en Suisse, mais je me souviens vraiment être venu en Suisse et sans forcément avoir conscience des différences fondamentales des assemblées. Et je me souviens vraiment de manière très claire, j'étais en Suisse et puis j'ai ouvert ma Bible, j'étais avec d'autres chrétiens, et puis quelqu'un a vu ma Bible et a dit: «Ah mais c'est une Bible Darby, mais du coup t'es darbiste.» Et c'était, franchement, j'étais perdu, quoi. Donc j'essayais de dire, mais je crois pas, je suis darbiste, mais non, je viens des assemblées. Et ça a été pour moi un peu le début d'un cheminement pour se poser des questions, puis c'est ça qu'on aimerait vraiment faire aussi dans ce podcast. C'est un peu de comprendre nos racines, un petit peu. Ouais. Puisqu'il y a tellement de questions, et pour moi c'est la même chose, hein. Euh, Tellement des questions qu'on se pose en se maturisant, en arrivant à cet âge de responsabilité de l'adulte, où comme on, comme on est quand même dédié à, ou plutôt impliqué dans ce mouvement, forcément les responsabilités viennent. Mhm, Et puis si on ne comprend pas les raisons qu'on fait les choses, mhm, si on ne les comprend pas, euh, ben, comment est-ce qu'on pourra répondre à la question d'où on vient et où on va? mhm, Surtout la question d'où on va, parce que mhm, c'est ça qui est devant nous. Euh, et donc, ces questions sont tout à fait naturelles. Pourquoi la spontanéité liturgique? mhm. Pourquoi est-ce qu'on chante les hymnes cantiques? Ouais. Des questions très concrètes qu'un gamin pose déjà à son papa, mais nous, on veut aller maintenant, en tant qu'adulte, dans des choses encore plus, euh, pas forcément techniques peut-être. Quelles sont les raisons théologiques, culturelles, historiques qui ont mené à ce genre de forme? Comment est-ce que les décisions sont prises? Mais c'est ça, c'est qu'au final, ça a un impact direct sur aujourd'hui, sur la façon dont on va se comporter, sur les décisions que l'on va prendre aujourd'hui.
il y a déjà beaucoup de questions auxquelles on fait face dans les assemblées, et ça continuera ces prochaines années, ces prochaines décennies, un positionnement nécessaire sur de nombreux sujets. Et on pense vraiment que sans savoir d'où on vient et où on va, c'est difficile d'être Ouais. éclairé dans ces Et, choix. et ça mène à des changements. Alors, comment est-ce qu'on va réfléchir aux changements? Sur quelle base, sur quel principe, euh, quel rôle à la mode ou le désir personnel? Est-ce qu'il y a Mhm. même un rôle? Ben voilà, Mhm. voilà Mhm. la question. Oui, c'est ça. Alors, autant de... Là, on parle de changement, on parle de culture aussi. Ben, en anthropologie, cette question de culture est vraiment une question centrale. Euh, Si tu parles d'anthropologie, c'est que... oui, alors c'est ça. J'ai eu l'occasion d'étudier l'anthropologie, où on se demande, mais qu'est-ce que c'est que la culture? Et puis, comment est façonnée la culture? Et c'est intéressant de voir, est-ce qu'on peut parler d'une culture d'assemblée réellement? Et au final, comment est-ce que cette culture des assemblées va façonner notre façon peut-être de nous réunir, notre façon d'agir? Est-ce qu'on a des rituels? Notre façon de comprendre le monde, notre façon de voir les autres assemblées aussi. Quelque part, notre identité est vraiment liée à cette culture. Une autre question clé qu'on se pose en anthropologie, au-delà de la culture, c'est comment est-ce qu'elle est transmise, en fait? Est-ce qu'il y a une pérennité? Et lié à ça, la question du changement. Comment est-ce que la culture elle-même va évoluer? Et du coup, ça fait le lien avec un peu la deuxième partie de mes études, maintenant en innovation, innovation et société, c'est la question du changement. Pourquoi est-ce qu'on change? Est-ce qu'il faut changer? Est-ce qu'il faut toujours changer? Moi, j'aime bien dire qu'un système qui ne change jamais est voué à disparaître, à mourir, n'est-ce pas? Dans son immobilité. Et un système qui change trop ou trop rapidement, tu le sais, en médecine, bah, il va aussi, s'il fait trop de mutations, bah, il va aussi cesser d'exister quelque part. Et cette question fondamentale de comment est-ce que le changement influence notre groupe, la culture, et comment est-ce que notre groupe va aussi influencer le changement au niveau de ses prises de décision. C'est des questions qui sont importantes parce que le changement n'est pas neutre. Quand on prend une décision, on aimerait changer les choses, c'est parce qu'on a un idéal en vue. Mais qu'est-ce que c'est que cet idéal Hmm. que l'on a? Est-ce que c'est un idéal qu'on retrouve dans la culture ambiante, dans d'autres cultures d'église autour de nous? Comment est-ce qu'on se situe? J'ai Et l'impression que cette question de quel est l'idéal va probablement pas mal revenir aussi mhm, dans nos discussions. ouais, tout à fait, tout à fait. Ouais, et si on vient comme ça devant vous aussi, c'est parce que, en tout cas, de mon côté, parfois j'ai l'impression que dans le mouvement évangélique, parce que les assemblées font en quelque sorte Mhm, partie du mouvement évangélique, les changements de forme peuvent être vus comme insignifiants ou incapables d'avoir un effet sur le contenu en soi. Et euh, ça peut mener à des changements rapides, parfois pris sans regard historique. Et si je me permets de critiquer cette manière le monde évangélique, c'est en partie parce que j'en fais partie, et aussi parce que critiquer pour moi, c'est pas, euh, comme on avait dit, c'est pas le microscope, on n'est pas dans l'espoir de dégrader ou quoi que ce soit comme ça. Au contraire, euh, le but c'est de tester sous stress, ouais, je sais pas comment dire. oui, c'est ça. Mais tu vois, quand tu parles d'éléments, peut-être qu'on peut changer, ou au niveau des formes qui nous paraissent insignifiantes, tu vois. euh, alors, on peut toujours aller trop dans le détail. Et je pense que c'est important aussi pour nous d'avoir cet équilibre. Je ne sais pas, de manière très concrète, quelle est la place d'un pupitre, par exemple, dans l'église? Qu'est-ce qu'on met sur la table qui est au centre? Est-ce que c'est le pain? Euh, est-ce qu'on met une Bible? Je sens qu'on va Est-ce qu'on avoir un couvre épisode le là-dessus. pain? Tu vois, ça c'est aussi des habitudes. Est-ce que c'est d'un côté les hommes, de l'autre les femmes? Est-ce qu'il y a un climax aussi qui se passe dans le culte? Toutes des questions sur lesquelles on pourra revenir après. Mais je pense que il y a ce passage on a lu le chapitre de Romains tout à l'heure, et ce passage de Romains 2, 12. Romains 12, merci, au verset 2, ne vous conformez pas au présent siècle, donc à cet environnement dont on parlait, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, pour discerner quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. C'est vrai que c'est ça qu'on veut faire en fin de compte.
Le but, c'est de discerner la volonté de Dieu. C'est Mm. une sorte de quête de sagesse. On est en train de grandir et on veut savoir de gauche et droite les choix qu'il faut faire. Et, et c'est vrai que, disons, on pourrait approcher la question de manière uniquement biblique et d'analyser uniquement les sujets bibliques. Personnellement, je pense que ce genre de ressources existe déjà de manière assez complète et bien faite. Euh, Ce qui est, je pense, utile, c'est de se rappeler du regard historique, de voir à quel point certaines choses qui n'ont pas été mandatées ou pas mandatées par la Bible, ben, ont eu une influence sur la pratique sur peut-être des dizaines, des centaines d'années. Et c'est là-dessus que j'ai personnellement à cœur aussi de me concentrer. Oui, oui, tout à fait. Et ce regard qu'on peut poser sur le passé, en tout cas qu'on a mis aussi dans notre titre, Racine, nous semble important des fois de vraiment pouvoir revenir à ce qui a été dit, aux raisons pour lesquelles des pratiques ou des façons de comprendre la parole ont été mises en avant. Je pense qu'on a ce devoir, c'est ce qu'on pense vraiment, ce devoir de mémoire aussi envers ceux qui nous ont précédés. Et puis, c'est vraiment quelque chose qui m'a frappé quand j'ai eu l'occasion on en avait discuté, mais de revenir sur les chrétiens des premiers siècles et de lire toutes sortes d'hérésies en fait qui sont revenues à ce moment-là. Et après, je me suis dit, mais tiens, j'ai l'impression que cette hérésie-là, elle est revenue aujourd'hui. Pourtant, elle a été traitée, tu vois. On en a parlé déjà. Et en fait, il y a ce travail quelque part de mémoire qui est nécessaire à faire, de revenir un petit peu à ça. Ouais, c'est presque de la prévention en médecine. Ça, c'est la meilleure solution au problème, c'est toujours la prévention. Mais je voulais en venir, c'est que c'est pour ça qu'on a à cœur D'inviter, d'inviter, de d'entendre, ouais. discuter avec déjà nos anciens, des anciens, des gens qui ont déjà vécu justement pas mal d'expériences, qui ont cette mémoire, qui ont aussi entendu de leur père, de leur grand-père, etc. Euh, mais aussi on a aussi à cœur de partager des ressources écrites euh, pour avoir justement les anciens de nos jours, mais aussi les anciens des temps passés. Oui, oui, c'est ça. Pour vraiment participer à cette fortification quelque part du corps. Et d'autres jeunes, d'autres moins jeunes, qui, comme nous, ont peut-être certaines questions ou certaines envies de participer, mais sans forcément savoir dans quoi est-ce qu'on s'inscrit. Un des buts aussi, c'est de vraiment connecter les différentes générations. Je pense que des personnes qui viendront auront plus de cheveux ou des cheveux plus blancs que nous, n'est-ce pas? Et donc l'occasion de vraiment pouvoir les entendre par rapport à ça. Et tu as parlé du corps de l'Église, euh, du fait qu'on constitue un corps différentes générations, Ouais. mais aussi différentes formes, peut-être différentes raisons d'être pour différentes personnes. On a lu ce chapitre 12 de Romains, on peut le lire, mais ça parle justement de ça. Et euh, parfois, quand on regarde des formes différentes et quand on commence à mettre des termes sur les choses, le danger c'est que ça devienne Mm. tendu, qu'on commence à isoler d'un côté et isoler de l'autre côté. Et parfois, il faut le faire, absolument. Euh, mais on espère que Dieu nous garde, que dans ces épisodes, on exhorte toujours à voir la beauté de l'Église. Cette strophe dans le Cantique, que ton Église est belle. Et Éphésiens 5 en parle. Hein, c'est Jésus, il voit l'épouse de manière sainte et irréprochable. Euh, et si nous, on nous voit nous-mêmes, mais aussi l'Église constituée d'humains comme étant tellement faillibles, nous faillissons tous à plusieurs égards, Mhm. comme il est écrit. De la même manière, Dieu voit l'Église comme étant sainte et irréprochable. Moi, ça me... Ouais, c'est... Ouais, ouais. J'aime parler de ça, je sais pas si c'est juste, on pourra en discuter peut-être une autre fois, mais de la justification imputée à l'Église, parce Mhm. qu'on en parle de justification imputée à l'homme. Bon, Mhm. ça, Mhm. je sais pas. Ouais, tout à fait. Mais effectivement, tu fais bien de le dire. Il y a peut-être certaines choses qu'on va mettre en avant, certains termes qu'on va utiliser, mais qui ne sont pas du tout normatifs. Même quand on parle d'assemblée, voilà, il y a des fonctionnements différents, comme tu prenais l'exemple du corps qui est vraiment magnifique. Cette diversité des membres,
quelque part. Et ce qu'on peut voir aussi, des fois au sein même des assemblées, certaines assemblées qui ont plus une propension à l'accueil, peut-être, tu vois. Et vraiment ce cœur pour la prière, ce cœur pour l'évangélisation. Donc on voit cette belle diversité dans les membres, mais pour autant, un corps qui est là et qu'on aimerait pouvoir mettre en lumière aussi. Pour l'instant, on est deux, comme on l'a dit, il y aura plus de personnes qui pourront venir, mais on aimerait vraiment vous entendre aussi, que vous puissiez poser des questions. S'il y a des sujets, on va pouvoir en parler un petit peu. On avait quelques idées de sujets qu'on veut déjà aborder. Envoyez vos sujets par mail. Il y a une adresse mail qui est dédiée à ce podcast. Et si vous avez des questions aussi, des commentaires, vraiment, c'est avec plaisir qu'on entre en discussion avec vous. Maintenant, pour les sujets, très concrètement, est-ce qu'on a 2-3 idées déjà? Pourquoi ces moments de silence? Bon, alors déjà, ouais. Pourquoi la spontanéité liturgique? Ça, c'est quand même quelque chose qu'on reconnaît tout de suite. Spontanéité liturgique. On va commencer peut-être par définir, là, pas à partir trop... Ouais. On aura l'occasion de peut-être bien le définir dans un épisode qu'on dédie à ce sujet, mais tout le monde qui a été dans une assemblée connaît ce moment où tout le monde s'assied, personne ne parle, et on attend que l'esprit dirige, en fait. Pourquoi le climax de la scène dans ce moment cultuel? Euh, Pourquoi est-ce qu'on chante dans tel ou tel recueil? Dans différents pays, ce sera différents recueils. Chez nous, c'est plutôt hymne, cantique et reflet. Quelle est l'histoire de ces recueils? Et des fois même, il y a des questions, mais est-ce qu'on doit accompagner avec des instruments de musique? Est-ce qu'on le chante plutôt a cappella? Quels sont les enjeux? Quels sont les avantages, les désavantages? De nouveau, je veux insister. Notre but, c'est pas ici d'amener quelque chose de normatif, mais de réfléchir à qu'est-ce que différents choix ont eu comme impact au fur et à mesure des âges et comment on peut voir ça de nos jours aussi. Oui, tout à fait. On se réjouit en tout cas de passer peut-être le prochain épisode, si Dieu voulant, avec Viorel. Alors Viorel, il a peut-être pas des cheveux blancs, mais je connais mon frère et il sait pas mal de choses sur l'histoire et l'origine des assemblées. Il a beaucoup lu à ce sujet et je pense que ce sera important de aussi apprendre de quoi on parle parce que beaucoup de gens ne savent même pas l'origine de ce mouvement, comment il s'est distingué des autres aussi, en réaction à quoi. Et je pense que ça, c'est les bases qui sont inévitables, disons, si on veut discuter de ce genre de sujet. Tout à fait. Tout à fait. En tout cas, j'aime beaucoup écouter Viorel et ça sera un plaisir de pouvoir discuter de ça avec lui lors du prochain épisode. C'est ça. En tout cas, on vous réjouit de vous retrouver au prochain épisode. On espère et on prie que Dieu utilise ce qu'on fait ici pour sa gloire, pas pour la gloire d'un mouvement particulier, mais vraiment pour la gloire de son Église, en fait. Et toute gloire qui revient à son Église, elle va où? Elle va à Jésus-Christ. Amen. Et c'est ça qu'on veut. Merci à tous et à toutes et à bientôt dans le podcast Racine au macroscope.